On va pouvoir commencer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Moi, j'ai assez clair. Bon, parfait. Alors, le sujet du jour... Oh, qu'est-ce qu'il ne l'ouvre pas? Bon. C'est l'obélisque. On va parler de l'obélisque, le système du monde. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est qu'un obélisque? Non. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Une pierre sculptée. Une pierre sculptée. Et quelle est son utilité? À quoi ça sert? À écrire. On dit l'élévation de l'âme, non? Faire le lien entre la terre et le ciel. D'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'une pierre dressée fait le lien entre la terre et le ciel. Ok. Bon, je me présente quand même, pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Dibon Mbok, écrivain, historien, conférencier, auteur de plusieurs ouvrages qui portent sur les humanités classiques africaines, dont notamment ce dernier ouvrage, donc du Dieu Osiris dans les langues africaines, ou les langues négro-africaines, où il est question bien sûr de présenter cette divinité entre guillemets majeure de la civilisation égyptienne, en fait, qui incarne la civilisation tout court. Donc, qu'est-ce qu'un obélisque? Écoutez, je vais aller comme ça va être plus simple. Un obélisque, du grec obélos, signifie aiguille, broche. Donc le mot obélisque provient du grec obelos, qui signifie aiguille ou broche. C'est un monolithe élevé, utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. C'est une figure géométrique et architecturale typiquement égyptienne. Les premiers obélisques apparaissent durant la 5e dynastie, soit vers 2450 avant l'ère actuelle. Je reprends. Donc les premiers obélisques apparaissent durant la 5e dynastie, soit vers 2450 avant l'ère actuelle, avec le pharaon que l'égyptologie appelle Ouserkaf. Les obélisques qui se dressent aujourd'hui dans les grandes capitales européennes viennent toutes d'Égypte, sans exclusive, hormis celle des États-Unis qui n'est pas un obélisque à proprement parler. Ok? Donc, vous avez à Londres, à Istanbul, à Rome, à Paris. Bon, nous sommes à Paris, donc je vous invite, si vous avez le temps, à aller visiter le monument qui, en fait, c'est un monument qui a été, comment dire, travaillé par vos ancêtres, même s'il se trouve à Paris. Il y a sur ce monument le nom de ce pays qu'on appelle l'Égypte pharaonique. Et voilà, vous allez comprendre l'utilité, de l'obélisque, parce que c'est pas une pierre. D'accord? C'est beaucoup plus que ça. Et vous allez comprendre comment vos ancêtres ont compris la chose et pourquoi chaque capitale européenne a son obélisque. À quoi ça sert? Bon. Bien sûr, l'obélisque de Washington est un peu différent. C'est pour ça que je l'ai mis à part. Le Washington Monument est un obélisque de plus de 169 mètres de haut, inauguré le 21 février 1885 en l'honneur de George Washington, le premier président des États-Unis, et situé à Washington, D.C., fait de marbre et de graisse et de granit. Il est construit en maçonnerie, contrairement aux obélisques de l'Égypte antique qui étaient monolithiques, c'est-à-dire une seule pierre qu'on taille. Ici, c'est la maçonnerie, ils ont mis des ciments, faire le truc. Ça montre qu'en fait, ils ne savent pas le faire. Ils auraient pu le faire, qu'ils auraient taillé un seul bloc, mais c'est une science que de pouvoir faire ce genre de choses. Donc, les Africains savaient le faire, mais aujourd'hui, on ne sait plus le faire. Voilà pourquoi, à Washington, ils ont opté pour cette option. OK. Donc, vous avez ici un obélisque inachevé d'Assouan. Peut-être qu'on aura la chance de le voir pour ceux qui vont en Égypte, puisqu'on va passer à Assouan. Et lui, il a été abandonné par les artistes égyptiens parce qu'il a été, possiblement cassé, ou en tout cas, il avait un défaut. Donc, il est inachevé. Mais c'est quelque chose de vraiment massif. Et c'est une seule pierre qui est taillée. On se pose toujours la question de savoir, mais avec quoi taillait-il? Parce qu'on imagine que c'est des petits... faut arrêter de penser que ce sont des biens. Tic, tic, tic. Non, vous passerez des années, des siècles, peut-être même des millénaires. Donc, il a une technique qui est perdue. On ne sait pas comment il faisait, mais c'est une vraie question. Regardez comment c'est droit, quand même. C'est pas à la main, ça, c'est quand même une vraie question. Bon. Donc, peut-être qu'un jour, l'Afrique se redécouvrira ses secrets. Parce que l'Égypte antique a beaucoup de secrets. On ne sait pas comment il faisait des choses, mais il le faisait. La preuve, c'est que ça existe, on le voit.
D'accord? Donc, c'est important. Et on parle ici de 2450 avant l'ère actuelle. Et quand vous allez comprendre donc l'utilité et l'objet de la pyramide, de l'obélisque, vous allez comprendre ce que les Africains savaient 2450 ans avant l'ère actuelle. Parce que l'obélisque, c'est déjà la représentation figurée de quelque chose. Donc, s'ils arrivent à ça, c'est qu'ils ont déjà compris beaucoup de choses. Et on va le comprendre. Bon, l'obélisque a un nom en égyptien pharaonique. Parce que quand on dit obélisque, on répond de la compréhension des Grecs qui ont utilisé le mot obélos, qui signifie aiguille. On comprend pourquoi quand on voit la forme de l'objet. Donc, on peut comprendre pourquoi ils ont utilisé ce mot. Mais le mot africain, le voici. Hein? C'est une graphie relativement simple, parce qu'il n'y a que 3 signes, hormis le déterminatif qui ne se prononce pas. Donc, nous avons la galette de pain, le placenta au tamis et le filet d'eau, soi-disant. D'accord? Vous avez donc une translittération. Bon, vous avez la codification. La codification, vous devez savoir que chaque signe a un code. C'est le code Gardiner. C'est un égyptologue britannique qui a codifié les hiéroglyphes. Vous avez donc la translittération, parce que les égyptologues font ce qu'on appelle une translittération, c'est-à-dire qu'ils attribuent des valeurs alphabétiques aux signes. On va vous dire que ça, c'est le T, et ça, c'est le K, ou je ne sais pas comment ils le disent, le K, ou en tout cas un X, et puis ça, c'est le N. Donc, ils lisent Tekken quand ils veulent vocaliser. Tekken. Tekken. Hein? Ça me rappelle un jeu. Un jeu de baston. Voilà. Tekken. C'est comme ça qu'ils lisent ça. OK? Traduction obélisque. Bon. On passe. La beauté de la chose, c'est qu'en égyptien pharaonique, nous avons ce qu'on appelle des homographes. Parce que ça facilite la vie. Quand vous comprenez comment ça marche, vous avez le nom de l'obélisque ici. Et vous avez ces homographes. Blessés, notamment à l'œil, et ibis. Est-ce que vous êtes d'accord que ce sont des homographes? Si oui, expliquez-moi pourquoi je sais que ce sont des homographes. Déjà, définissez-moi ce que c'est qu'un homographe. Qu'est-ce que c'est qu'un homographe? Xavier. C'est une graphie qui partage les mêmes signes avec une autre graphie. D'accord? Est-ce que tout le monde est d'accord avec cette définition? Oui. D'accord. Est-ce que le nom de l'obélisque partage les mêmes signes avec ces deux graphies? Oui. Lesquels? X1, A1. Mais comment je sais qu'ici c'est le nom de l'obélisque et ici c'est le nom de l'ibis? Qu'est-ce que c'est qu'un déterminatif? C'est ce qui détermine. D'accord. Mais si vous observez quelque chose, la translittération est même identique. Parce que ici, ils mettent l'œil, mais ça signifie blesser. C'est le verbe blesser, notamment à l'œil. Mais on voit bien que le déterminatif ne se prononce pas parce qu'il n'affecte pas la translittération. Vous voyez? Elle est basée sur ces signes. Donc, ce sont des homographes. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que si je sais dire blesser ou appeler l'ibis dans les langues africaines, c'est que je sais comment s'appelle cet objet. Automatiquement. Parce que le mystère, c'est quoi? Le mystère, c'est l'obélisque. Je ne sais plus son nom aujourd'hui, j'ai perdu la mémoire. Mais l'Afrique sait encore dire blessé. L'Afrique sait encore dire ibis. On connaît cet oiseau. Donc, si je dis ibis dans les langues africaines, je suis censé utiliser le même mot pour nommer l'obélisque. C'est automatique. Est-ce que chacun comprend l'exercice? Est-ce que tu comprends l'exercice? Oui. Ok, répète ce que je viens de dire. Qu'est-ce que je viens de dire? Déjà, on a 3 homographes. D'accord. L'œil là veut dire blessé. Un œil veut dire signe blessé. De l'autre côté, le signe qui déterminatif, c'est l'ibis. Quelle est la conséquence? Quand j'observe des homographes comme ici, quelle est la conséquence au niveau de la langue parlée? Ok, réponds. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand j'observe des graphies qui ont les mêmes signes, mais des sens différents, ça veut dire que dans la langue parlée, je dois observer quoi? Le même signe, la même chose. Je dois observer la même chose, en fait. Non. Précise. Tu comprends, mais le mot, je veux le mot. Quand je vois des homographes... Le même son. Voilà, le même mot. Même
mot, hormis les mutations phonétiques. Mais c'est le même mot. Parce que si j'utilise les mêmes signes, ça veut dire que c'est le même mot. Ou parce que c'est le lexique, c'est le vocabulaire. Vous voyez ce que je veux dire? Si je présente cette graphie, je vois se répéter les mêmes signes, ça veut dire que c'est le même mot. Dans les langues, c'est sûr. Parce que ce sont des homophones. Donc, parce que les homographes témoignent des homophones. Les homophones, c'est des mots qui se prononcent de la même façon. Les homographes, les graphiques s'écrivent de la même façon. Donc, si j'observe ces correspondances, ça veut dire que c'est le même mot. Je n'ai même plus me casser la tête. Donc, l'effort maintenant consiste à vérifier dans les langues africaines. Mais est-ce qu'il y a un mot pour dire blessé déjà en partant? Si vous trouvez ça, sachez que vous avez trouvé ça. C'est clair. Oui, c'est clair. Donc, on va réveiller l'obélisque. On va avoir le mot de nos ancêtres. Oui. Question. On voit blessé œil. Oui. Est-ce qu'en disant blessé ou en disant œil, blessé, c'est le mot comme c'est en parenthèse ou c'est le mot? Je ne sais pas. À voir. Oui, si je sais. C'est pour ça, je sais. Oui. C'est par rapport à la tonalité des langues africaines. Oui. Ce qui me vient en tête un exemple en fond, je crois de tout bon. Je sais pas, il y a un minimum. Oh, je t'écoute. Il y a un mot, par exemple, pour dire mouche, c'est pour dire beaucoup. C'est quasiment le même mot, mais c'est dans la tonalité, c'est pas du tout pareil. Oui, mais pour les anciens égyptiens, cela ne compte absolument pas. Ils ne règlent pas les graphies sur la tonalité au sens où les voyelles qui apportent la tonalité ne font pas partie de la racine consonantique. C'est la raison pour laquelle, quand on transitère, on n'utilise jamais les voyelles. C'est-à-dire que on sait que la racine du mot, c'est toujours les consonnes. Les racines sont toujours consonantiques. Les voyelles ne font pas partie des racines parce que c'est les voyelles précisément qui introduisent les mutations. C'est ça. Mais que je dise do, 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 do dans le système hiéroglyphique, j'écrirai de la même façon. Dans la langue, ça ne désigne pas la même chose, mais c'est le déterminatif qui va savoir de quel do je pars. Tu vois? C'est comme ça qu'ils font. C'est ça. C'est comme ça que ça marche. Bon, donc... Le signe directeur, il faut l'identifier. Même si je peux passer directement, je m'impose de l'identifier. Ici, d'après vous, quel est le signe directeur? Placenta. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Ce qu'ils appellent le placenta, c'est le placenta ou le tamis. Alors, les égyptologues ne savent pas si c'est un placenta ou un tamis. Ils font des complications. En réalité, c'est simple. Parce que le tamis a la fonction du placenta. Le placenta a la fonction d'un tamis. Le placenta, c'est un filtre. Donc, c'est pour ça qu'ils tâtonnent. Mais quand en fait, ça, c'est un panier. Mais on peut même dire que j'ai un panier. Parce qu'on peut tamiser avec le panier. Donc, les mots du placenta dans les langues africaines s'apparentent aux mots du tamis parce que la fonction est la même. Voilà pourquoi on ne sait pas trop si c'est un placenta ou un tamis. Mais ça n'a aucune espèce de conséquence quand on comprend que l'objet, en fait, pratique de la chose renvoie à la même idée, on va dire. Donc, je dois déterminer le signe directeur. Effectivement, le signe directeur, c'est le placenta ou tamis, qui est ici, donc le signe classé AA1, placenta, ils disent, ça c'est le dictionnaire de Faulkner, c'est Coptica, et puis il y a des attestations ici, certains disent que c'est un panier, hein, mais bon, et ici je l'ai donc singularisé pour qu'on sache bien que c'est lui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je sais dire placenta, je suis déjà dans la voie. Oui. Pourquoi c'est le placenta qui est le signe directeur? Parce que c'est le signe le plus rare. Parmi ces trois signes qui précèdent le déterminatif, qui n'intègrent pas l'analyse, le déterminatif ne se prononce pas. Entre la galette de pain, le placenta et le filet d'eau, le placenta, c'est le signe le plus rare dans le système hiéroglyphique. La galette de pain rencontre du féminin, on la trouve partout souvent. Le filet d'eau, il est souvent présent, le placenta est un peu plus rare. Voilà pourquoi automatiquement, il est signe directeur. Et son lexique, le vocabulaire qu'il génère doit pouvoir m'introduire à l'intelligence de la graphie, en fait. Donc, c'est ce que nous allons faire. Vous allez voir, la chose, c'est simple. Une fois que vous avez compris ça, en bambara, pour dire le placenta, on dit djougou. En wolof, on dit digen, être femelle. OK? Correspondance. Si vous êtes observateur, vous verrez que ce qu'ils traduisent par teken, c'est ça. Parce que le T, là, c'est un J. Le XC ou le HC, c'est le G. Et le N, c'est ça. Donc, jigen ou djougou, c'est la même chose. Vous observez qu'en bambara, pour dire blessé, c'est jogin. En malinké, c'est joku. Hein, mutation phonétique, c'est blessé. Et en bambara, on dit dougan ou djougan, c'est le kalao. Donc, ils pensent que c'est l'ibis, mais c'est le kalao. C'est le nom du kalao dans les langues africaines. Le kalao, vous allez le voir, c'est un oiseau qui s'apparente à l'ibis. OK? Donc, ce n'est pas l'ibis, c'est le kalao. Ça,
c'est le nom du Kalao, mais ils ont mis le déterminatif l'ibis parce que le Kalao ressemble à ça. Vous allez le voir. Est-ce que chacun comprend l'exercice ici? S'il y a des questions, merci de le préciser. Est-ce qu'il y a des questions? Je reprends. Une fois que j'ai identifié le signe directeur, je sais que c'est celui-ci. Il se dit Djougou. En Wolof, on dit Digen, être faible. Pourquoi je fais ce rapport? Parce que le placenta est féminin, peut incarner l'idée de féminité. Voilà pourquoi pour moi c'est efficace. Donc je le retiens. J'observe que, en fait, ce n'est pas Teken. Parce que le T, si c'est un J, le T et le J, c'est une mutation phonétique. Le J et le T, c'est la même lettre. Le G, là, c'est un X ou un K. Donc, le G, XK, c'est la même lettre. Et le N, là, que je trouve ici, c'est ça. C'est ça qu'ils disent Teken. Donc, j'ai la racine. Donc, je comprends pourquoi ils transitèrent de cette façon. Mais moi, je n'ai pas besoin de transitérer au fond. Puisque je sais qu'en Bambara, Djougou, placenta, Djogin, blessé. Malinké, le Malinké et le Bambara, c'est la même langue, en fait. On va dire Djoku pour dire blessé. Et en Bambara, je retrouve encore les mêmes formes. Dougan ou Djougan, Kalao, Djougan, Djigen, Djougou. On voit se répéter la même structure phonétique. Ça veut dire que là, ce n'est pas le hasard. C'est la langue là qu'on est en train de parler ici. C'est le Malinké ou le Bambara qui est en train de m'instruire ici. Est-ce que chacun comprend pourquoi? Je peux le dire avec certitude. Oui. Mais du coup, c'est quelle science technique, je sais pas, le fait que une lettre change le T de l'énergie? Oui, ça s'appelle les mutations phonétiques. Il y a des tableaux pour ça. Avec l'exercice, tu t'en rends aussi compte parce que tu as des séries. Par exemple, le Bambara et le Malinké, c'est la même langue. Mais tu vois ici, le G devient un K. Et le Malinké annule le N. C'est-à-dire qu'il y a une chute du N final. Mais c'est le même mot. Hein? Parce que Bambara, Malinké, c'est la même ère culturelle. C'est le même peuple. Parce que voilà, c'est ça. Donc, on voit que le G se réalise en K. Donc, ça montre que nous avons affaire ici à une mutation phonétique. Donc, le G et le K, en fait, c'est la même lettre. C'est ce que ça veut dire, tout simplement. D'autres questions? Non? Tout est clair? Parfait. Est-ce que quelqu'un peut me résumer ce que je viens de dire? Partons du fait qu'on a identifié le signe directeur. Alors, je vous écoute. À partir du signe directeur, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché à dire dans les langues africaines les mots désignant le signe directeur. Et on a cherché à savoir si la traduction blessé ou ibis dans ces langues, on retrouve les correspondances phonétiques. Et en sachant que les règles de mutation phonétique, le T peut être remplacé par J, le K par G, et le N qui ne change pas. Du coup, on a Djougou, Jigen, Djougan, Djougou. Exact. Parfait. Et vous voyez qu'en Bambara, on peut dire Dougan ou Djougan. Ça veut dire que le D et le J, c'est la même lettre. C'est une mutation au sein de la même langue. Ils disent Dougan ou Djougan. C'est le même mot. OK? Donc, il faut être à l'aise avec les mutations phonétiques. Il ne faut pas que ça vous trouble parce qu'en réalité, ça existe dans les langues africaines. C'est des phénomènes que vous allez souvent observer lorsque vous traitez des hiéroglyphes. Donc, vous devez quand même avoir cela en perspective. Ne vous attendez pas à toujours voir exactement la même structure. Essayez d'observer les séries. Vous allez voir que le J devient X, un K. Voilà. Il peut muter. Et c'est normal. Les Africains parlent comme ça. Okay? Au sein même de... Par exemple, je prends un exemple concret. Par exemple, si vous allez en Martinique, vous allez voir qu'au sud, on ne parle pas tout à fait de la même manière qu'au nord. Alors qu'ils parlent tous martiniquais. Ils se comprennent. C'est-à-dire que l'immigration à la distance introduit des mutations. C'est le cas même pour le Bambara. Au Mali, en Côte d'Ivoire, il y a des nuances. Pourtant, c'est la même langue. Voilà. Oui, une question. Il y avait une question. Donc, je voulais faire un petit apport en disant que c'est important de comprendre, de connaître l'alphabet phonétique. Oui, exact. Ça peut aider. On dit le J, on va dire Djo, on va dire Go, on va dire To. On comprend plus facilement comment ça peut aider. Exact. Mais le Wolof, la féminité, tu fais appel à la féminité par rapport au placenta. Parce que je fais correspondre ce placenta au Djigen, être femelle. Parce que le placenta, c'est féminin. C'est ça, c'est pour ça. OK? Donc, on poursuit. Je vais donc vous montrer M. Kalao. C'est lui. C'est lui qui est représenté ici. Et vous devez savoir qu'en Égypte, le Kalao et l'ibis renvoient à la même idée. Parce que c'est Thoth. Qu'il s'agisse du Kalao ou de l'ibis, c'est la même chose.
Et c'est ce qu'ils ont redessiné. Ça, donc, il s'appelle Dougan ou Djugan. C'est son nom. C'est vraiment comme ça qu'on lit cette graphie. Ça, c'est la vraie vie. C'est pour cette raison que j'insiste toujours sur le lexique. Parce que les égyptologues vont vous dire ibis. Oui, on comprend. Mais ce n'est pas l'ibis. Ça, c'est le nom du Kalao. Et il s'appelle, ce que l'ancêtre a écrit ici, c'est ça. Djugan. C'est ça qu'il a écrit ici. Ça se lit comme ça. Ça, c'est la vraie vie. Donc, nous rattrapons le temps par le moyen, en fait, de l'exercice analytique. C'est ça, c'est la vraie vie. Donc, une fois que j'ai fixé le Kalao dans l'esprit de chacun, on poursuit. Vous vous rendez compte que, en termes de résultats, nous avons donc une certitude. C'est que cette graphie se dit Jogin, blessé. Cette graphie se dit Djugan, blessé. Elle fait apparaître une racine que les égyptologues prennent pour Teken, mais on sait que c'est un J, un X ou un G, un N. Il nous reste donc à solutionner l'obélisque. À votre avis, comment s'appelle l'obélisque, si j'ai compris? Djugan. Hein? À votre avis, vous n'avez même plus le droit d'hésiter. Parce que si vous comprenez comment ça fonctionne, voici le nom. On va vous dire Jogin blessé, Djugan Kalao. En bambara, on dit Jogo ou Jogon, mettre en meule, en tas, en tassement. Vous allez comprendre pourquoi ça là, c'est efficace pour décrire ça. Ok? On dit Jogo ou Jogon, mettre en meule, mettre en tas, en tassement. D'accord? C'est la même structure phonétique. C'est le nom de l'obélisque déjà en partant. Tout au moins, c'est le concept. Bon, qu'est-ce que c'est qu'une meule? Vous devez quand même savoir. Si vous baladez dans les campagnes, c'est ça, la meule, le tas. C'est toujours une forme conique, déjà en partant. Donc, il y a déjà quelque chose. Ça, c'est ce qu'on appelle une meule. Donc, en bambara, si vous vous baladez dans la campagne malienne, ils vont appeler ça Djugon, Jogon. Mettre en tas, en meule, c'est ça. OK? Ça, c'est pour montrer la forme. Bon, maintenant, la chose, la vérité de la chose, c'est qu'en bambara, on va vous dire Jogo ou Jogon, mettre en meule, en tas, en tassement. En wolof, Djoug, entasser, empiler, tas, pile, assiette, vêtements, etc. En wolof, Djougé, être entassé. En sonenke, Dougani, mettre en meule, en tas, empiler. Togokan, les Dogons ils disent Tekun. Donc on retrouve le Teken, entasser, mettre en tas, en pile. Dogon, Tegan, entasser, mettre en tas, en pile. C'est la racine qu'ils prennent pour Teken. Ok, ça c'est les mots, les vrais mots pour l'obélisque. Maintenant, pourquoi il parle de tas, mettre en pile? En fait, vous avez déjà le mot. C'est une pile. La pile. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un pilier? Qu'est-ce que c'est qu'une pile? Le mot pile en français vient du latin pila, colonne, pilier. Superposition verticale d'objets, ensemble d'objets de même sorte placés les uns sur les autres. Qu'est-ce que c'est qu'une pile électrique? Appareil qui fut initialement réalisé en empilant un bloc de métal, une rondelle de papier imprégnée d'électrolyte et un bloc d'un autre métal et ainsi de suite. C'est ça, une pile. Mais c'est ça l'obélisque. Vous allez comprendre. D'accord? Ça, c'est le schéma d'une pile voltaïque. Et voilà pourquoi les Africains utilisent le fait d'entasser, d'empiler, parce qu'ils savent que la pile se construit de cette façon. C'est ça. Bon. Une fois qu'on a dit ça, un obélisque, du grec obélos, aiguille, est un monolithe élevé, utilisé notamment dans l'architecture sacrée de l'Égypte antique. C'est une figure géométrique et architecturale typiquement égyptienne. Les premiers obélisques apparaissent durant la 5e dynastie, soit vers 2450 avant l'ère actuelle, avec le pharaon Ouserkaf. Les obélisques qui se dressent aujourd'hui dans les grandes capitales européennes viennent toutes d'Égypte. Expliquez-moi la relation avec la pile. Pourquoi ils mettent ça dans le temple? C'est quoi? C'est ce qu'on disait tout à l'heure, pour capter l'énergie, canaliser l'énergie. Ah oui, l'énergie là, c'est quoi? C'est les fonds du ciel, là, ou de la terre. Voilà. C'est à ça que servent les obélisques. Capter l'énergie. Capter l'énergie, canaliser l'énergie. Oui? Tu veux dire quelque chose? Non. C'est le geste. Oui. C'est ça. Et comment ça se traduit dans les temples? Ça, c'est en Égypte. Les Égyptiens utilisaient l'obélisque. Aujourd'hui, à Paris, par exemple, vous verrez ceci. Les flèches se dresser, c'est toujours l'obélisque. Les minarets des musulmans, c'est toujours ça. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, si vous voulez vous faire une religion et vous voyez un temple qui n'a pas quelque chose qui s'élève, ils sont en train de faire n'importe quoi. Ils perdent leur temps. Parce qu'ils ne sont pas connectés. La connexion, c'est ça. Ici, ils mettent le plomb. Ça, c'est du plomb qu'ils mettent là. Pour qu'il y ait un conducteur.
Hein, et ça rentre dans le temple. C'est ça qui nourrit la chose, qui donne qui c'est qui est là-dedans la force. Il accumule l'énergie. L'énergie, là, c'est le nyama. Hein, dans le mandé, ça s'appelle le nyama. C'est une énergie impersonnelle qui intervient notamment dans le cas du sacrifice. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. La religion, c'est la science. Parce que souvent, quand on croit que la religion, c'est le domaine des incertitudes. Je vais seulement prier que Dieu me... Voilà. C'est donnant. Ouais. Beauté, Django, bien bonsoir. Je vous salue juste parce que je suis attendu. D'accord, pas de souci, cher frère. Mais c'était pour assez vous saluer. Je devais être là beaucoup plus tôt, mais malheureusement, c'est les impératifs. On se voit demain. Ok, je laisse continuer. Merci, salut. C'est vrai parce que là, dans la langue, on dit rien. Pour dire Dieu. Oui, c'est ça. C'est le nom de Dieu. Nyame, il y a des mutations Zama, Zambi, Nyambi. C'est la même structure phonétique. Mais le Nyama, c'est une puissance impersonnelle. C'est ça qu'on appelle Dieu. C'est pour cette raison que Dieu n'a pas de camp. C'est à toi d'organiser ta part de religion et puis faire ton deal avec ta chose. Mais ne pas aller dans la chose des autres. Parce que tu lui donnes la force et toi, tu te décharges en fait. Voilà. Donc, il faut rentrer en fait dans nos choses. C'est ça en fait la réalité. Parce qu'une divinité est toujours attachée à un lieu. Notre-Dame de Paris, ce n'est pas la même chose que Notre-Dame de Yaoundé, de je ne sais pas quoi. Ils sont tous chrétiens, soi-disant, mais une divinité est toujours attachée à un lieu. C'est ça qui permet de faire fonctionner la spiritualité. Ce n'est pas des choses où on croit que Dieu est au ciel et puis que... Non, il faut comprendre ce que c'est de la science. Et qui fonctionne... la spiritualité marche comme l'électricité. Je l'ai souvent expliqué. Et chez les Dogons, ils ont ça. Hein. Sauf qu'ils appellent ça l'arche. Ils disent que c'est Ama qui est descendu. Ils disent Ama là, c'est Dieu. Hein. Ils disent que Ama est descendu sur terre avec son véhicule. Et ils appellent ça le véhicule d'Ama. Mais c'est un obélisque. Et les Dogons dessinent dans ça pour dire que c'est le véhicule de Dieu. Donc Dieu rentre. C'est clair. La chose est claire. Parce que Ama, c'est Amon. C'est celui que les autres appellent Amon en fait. Hein? Illustration Dogon, un obélisque, véhicule. Ils appellent ça le véhicule d'Ama. Et ils appellent ça l'arche. Ils disent qu'il est venu sur terre avec ce véhicule. Mais ça, c'est un obélisque. Donc on comprend que c'est par là que la chose se passe. Voilà pourquoi les Égyptiens ont bâti des temples, ont d'abord mis ça à l'intérieur. C'était d'abord au centre des temples, ensuite ils l'ont mis en périphérie, notamment à l'entrée des temples. Mais il faut savoir que généralement ils vont par deux, parce qu'il y a le côté positif, le côté négatif. En Égypte, le temple que je vous montre là, c'est le temple de Luxor. On va le voir en Égypte. Son jumeau est ici à Paris, parce qu'ils l'ont enlevé, l'ont amené ici à Paris. Mais ils étaient deux à l'entrée. Parce qu'il faut un côté positif, il faut que ça circule. C'est ça le principe. Mais bon, parce qu'ils sont toujours par couple, les obélisques, toujours. Bon, mais c'est une science comprise et maîtrisée par nos ancêtres. Et ça se reprend, ils ont repris avec d'autres formes, mais la compréhension est toujours identique. Et cette flèche, bon, je ne vais pas aller là-dessus, mais il faut savoir que c'est déjà Isis. Quand on dit Notre-Dame de ceci, Notre-Dame de cela, on parle toujours de la même personne qui est Isis. Parce que Isis, c'est le principe féminin. Un temple, c'est toujours... La femme est toujours un temple et on ne peut pas comprendre les choses autrement encore. Et ici, elle est décrite en tant que Sirius avec une pointe. Mais c'est cette pointe qu'on retrouve partout, même au niveau de l'obélisque, hein, vous allez le voir. Bon, je parle d'autre chose rapidement pour vous préciser quelque chose. Quand on vous dit maintenant qu'on va vous parler d'Osiris, Osiris est un cercueil, parce qu'il est quelque part. Et voici le nom de son cercueil. On vous dit que ça, c'est le saint des saints de la religion égyptienne. C'est ça qui fait que l'Égypte était forte dans ce monde. Parce qu'ils vous disent que c'est Isis qui a rassemblé les morceaux du corps d'Osiris et partout où elle a trouvé les morceaux du corps d'Osiris, elle a décidé de faire un temple et un tombeau. Donc le temple, c'est toujours un tombeau. L'église, la mosquée, c'est toujours des tombeaux parce que il y a toujours des personnes, des saints soi-disant enterrés en dessous. C'est eux qui nourrissent en fait la religion qu'ils font. Mais ça vient d'Afrique. C'est comme ça que les Africains comprennent la religion. Donc le tombeau d'Osiris, c'est écrit comme ça. Vous avez deux piliers, on appelle les piliers Djed soi-disant. Et vous avez le sarcophage. Ok? Et pour comprendre ce que c'est, bien sûr, vous devez savoir ce que c'est que le pilier Djed. Bon, pour lire, c'est facile vraiment. Ok? Vous avez la paume de la main que l'ancêtre dessine pour nommer le pilier. Parce que ça, c'est un symbole. Ce n'est pas un signe en tant que tel. Donc, pour pouvoir le nommer, on utilise un signe concret qui est une main. Cette main, en bambara, on va par exemple dire, ou en mandinka, ta, action de prendre. Mais le copte, il lit cette graphie tat, le pilier d'Osiris. D'accord? Mais en kakabe, on dit ta,
le feu, l'énergie, l'électricité. Bambara, ta, c'est le feu. En swahili, ta, c'est ce qui produit de la lumière. D'accord? Et n'oubliez pas, c'est le tombeau d'Osiris. Ok? C'est l'énergie. Et en arabe, ils disent tat. En arabe libanais, tat, c'est l'énergie. C'est le nom de l'énergie. Oui? Ben oui, voilà. C'est ça. C'est ça. Donc, on vous dit ce que c'est que Dieu ici. Parce qu'Osiris, il n'y a pas plus fort dans la compréhension. Hein, c'est l'énergie. Dieu, c'est l'énergie. Ce n'est pas quelqu'un qui est assis au ciel avec une barbe. C'est de l'énergie qui circule. Et il s'agit pour nous de canaliser cette énergie. Voilà pourquoi on a toujours besoin de support, ce qu'on appelle les statues, les fétiches, tout ça. C'est ça le support par lequel on canalise cette énergie. Ce sont des accumulateurs en fait. D'accord? C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est clair et net. Hein? Donc, et les conclusions de cela, bien sûr, sont radicales parce qu'on peut passer à d'autres vocabulaires. Je vais vous montrer. N'oubliez pas que ce pilier, c'est un arbre. OK? Et la paume de la main a d'autres noms. Chez les Dogons, par exemple, on dit Numo, la main. Numa, Numo, Numo, la main. Mais il y a des mutations phonétiques ici qui interviennent parce que ce pilier signifie être stable, durable. OK? Et on tombe dans le... Bon, Numo devient Douma, c'est des mutations phonétiques. Honnêtement, je ne veux pas passer beaucoup de temps là-dessus. En Boulou, on dit nom, durée, nom, éternité, nom, durée, ambassade, vivre longtemps, maître du temps. Et on dit nom, vieux, ancien, nomo, vieilli, usé. Et on atteint même le nom de l'arbre, toujours dans la même série. Dumo, Baoba, Nyume, Baoba, Jo. Et vous allez voir que tous les arbres qui ont cette structure phonétique sont toujours sacrés en Afrique. Que ce soit le Baoba, le fromager, le figuier, c'est les arbres que les Africains utilisent. Le tamarinier, c'est les arbres que les Africains utilisent pour faire les rituels les plus importants. Et ce sont des arbres qui conduisent l'électricité. Hein, ça, c'est clair. Donc, c'est toujours ça. Donc, il n'y a pas de hasard, même dans les mots que nous prononçons. La structure phonétique ici est la même. Ça permet en fait de comprendre. Donc, en Pula, on dit Douma, être durable, perdurer. Fufulde, Douma, durer. Sonenke, Doumé, durer. Songhai, Dame, faire durer. Et il y a une mutation phonétique ici car le D se mue en N. Hein, pour les langues bantoues, ça c'est les langues soudanaises, ça c'est les langues bantoues. Mais la structure phonétique, la racine c'est qui est toujours la même, quelle que soit la structure que vous sollicitez. Et à partir de la main, on atteint ça bien aisément. Okay? Donc, ça montre que cet arbre aussi peut être un baobab, un fromager, un figuier. Et vous allez voir dans les descriptions africaines, eh bien, ce sont ces arbres-là qui sont sacrés. Chez les Wolofs, par exemple, c'est le tamarinier sous lequel on fait les alliances. C'est le tamarinier chez les Wolofs. Donc, la conséquence est radicale parce qu'on vous dit que ce pilier représente, par exemple, la colonne vertébrale d'Osiris. Et le nom du dos, c'est quoi? Nyuma, 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 Nima, en Bambara, enfin en Makonde, c'est les langues de Tanzanie, Chiluba, c'est au Congo. En Bassa, Nyum, c'est l'arc-en-ciel. Voilà pourquoi on lui donne plusieurs couleurs. En Maninka, Nyume, c'est le courant, l'électricité. Donc, on comprend que ces deux piliers qui encadrent le corps d'Osiris, Osiris, c'est ça, c'est l'énergie. On traduit en français par courant, électricité. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vous ai souvent parlé du boli. Le boli qui est le fétiche chez les Bambara, entre guillemets, je dis fétiche entre guillemets. En fait, c'est une outre de peau dans laquelle on a rassemblé les morceaux de l'univers, si on veut. Mais en Égypte, ça s'appelle la nébride. Mais boli en Bambara signifie courir. Vous ne pouvez pas comprendre pourquoi le Bambara dit boli pour nommer ce fétiche si vous ne savez pas que derrière, le courant, c'est ce qui court. Oui, c'est ça. C'est simple. C'est simple. Voilà pourquoi ils appellent ce grand fétiche boli. Parce qu'ils savent que c'est quelque chose qui ressemble au courant. Et personne ne peut nier l'existence du courant. Tu ne le vois pas, mais tu sais qu'il est fort. Tu sais que ça existe, tu ne peux pas nier. C'est ça Dieu. C'est pour ça que quand on dit Dieu n'existe pas, ceux qui disent ça ne savent pas de quoi ils parlent. C'est-à-dire être athée, parce qu'on ne comprend pas, on veut faire l'intelligent. En Maninka, Numeda, c'est la batterie. La batterie. En Bassa, on dit l'Inyuma. L'énergie électrique, c'est toujours Nyuma. Hein? L'énergie électrique. Donc, on peut conclure sur cette base, bien sûr, que les Égyptiens savaient ce que c'était que l'électricité. Et on le trouve ici à Dendera, représenté de cette façon. Bien sûr, ils n'ont pas représenté la chose comme aujourd'hui. Mais c'était une culture naturiste. Donc, ils représentent, au lieu de mettre des douilles, ils mettent des fleurs. Au lieu de mettre des filaments, ils mettent un serpent. Mais vous savez que ce sont des ampoules. Pourquoi? À cause du djed ici. Donc, ça, c'était un système électrique. Et c'est avec ça qu'ils... Ce sont les grands mystères égyptiens. C'est avec ça qu'ils éclairaient les tombeaux pour faire les... Parce que quand vous rentrez dans un tombeau égyptien, il n'y a pas de traces de charbon, de suie. Ils n'ont pas éclairé à la torche. Ils avaient un système d'éclairage qui ne laisse pas de traces. Or, c'est totalement obscur. Donc, ils voyaient ce qu'ils faisaient. Et pour voir ce qu'ils faisaient, ils utilisaient des lampes électriques.
C'est ça. Depuis 2450 avant l'ère actuelle. Puisque si on a déjà l'obélisque, c'est qu'ils ont déjà compris ce que c'est. Mais c'est resté un mystère. Parce que le danger, évidemment, est apparent. C'est sûr que ça a dû tuer quelques-uns. Ils ont compris que le truc est dangereux. Et ils n'ont pas voulu diffuser. Mais ils utilisaient ça pour faire la civilisation, ça c'est sûr. Ah oui, ça c'est clair, c'est net. Et on trouve comme ça représenté. Il y a plusieurs images de cette sorte. On ne sait pas trop ce que c'est, qu'est-ce qu'ils représentent. Non, ce sont des ampoules. C'est des trucs allumés. Le djihad est là pour peut-être apporter l'énergie, je ne sais pas comment, mais ils avaient la connaissance de ça. Et on peut le déduire quand on voit l'art égyptien. Bon. Moi, c'est aussi quelque chose de bien. Alors, on peut aussi penser que le courant, c'est quelque chose de bien s'il est interdit. Selon moi, c'est quelque chose de bien. Quelque chose de bien. Oh, je ne sais pas. Faudrait voir. Mais il n'y a pas de civilisation sans électricité. C'est pour ça qu'au Cameroun, par exemple, bon, ceux qui sont Camerounais le savent, on a Eneo chez nous qui nous fatigue. Hein, on coupe le courant tout le temps. On ne peut pas faire la civilisation s'il n'y a pas de courant. Parce que tous les commerces dépendent le pays dépend de l'énergie. Donc quand on parle de Dieu, on croit que c'est seulement ils vont les dimanches tous les jours chanter, mais le pays est dans l'obscurité. Comment vous voulez même... Il faut même comprendre ce qu'on fait. Le progrès, c'est la lumière. Le progrès humain est lié à la lumière. On ne peut pas progresser dans le monde si on n'a pas le courant. Ce n'est pas possible. Et c'est Dieu. Donc, c'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. Et c'est beaucoup plus accessible à l'intelligence. Là, on comprend que bon, les temples, là, c'est joli, mais si on travaille, on est aussi dans une prière. Si on fait des choses positives pour le pays, on est aussi en train de célébrer la divinité. Il ne faut pas seulement être dans les églises à perdre son temps et son argent. Mais, pour comprendre ça, eh bien, il faut avoir un certain recul. Bon, je vais vous parler d'autre chose. Ici, vous avez une graphie, c'est le Noun. Parce que vous allez comprendre ce qu'on appelle le Noun, c'est ça. C'est là qu'on capte cette énergie. Voici le nom du Noun. Il y a plusieurs manières de translittérer ici. Ça peut être Noumou, Nou ou Nounou. Ok? Le Copte dit Noun, profondeur, abîme. Le Dogon dit Noun, profond. Maninka, Nyume, le courant. Bon, je présente ça parce que vous devez savoir que c'est la même structure phonétique. On ne dit pas toujours le Noun. Parce qu'on s'attend toujours à voir la structure Noun. Par exemple, chez les Fang, ils disent Ndame, large, spacieux. Hein? Mais Ndam, c'est le nom du fleuve des enfers dans le Mvet. Le Mvet, c'est la tradition épique du peuple Fang. Ils disent Ndam pour dire le fleuve des enfers, c'est le Noum. Hein? Douma. Et si vous voyez, c'est toujours les mots là. Les mots avec le Et les Dogons disent Nomo, le dieu d'eau. C'est ça, c'est la structure phonétique même qui est ici. Et le Nomo, c'est Osiris. Voilà pourquoi Osiris meurt noyé. Parce qu'on ne sait pas dans le mythe expliquer pourquoi Osiris doit mourir noyé. Parce que quand on le jette à l'eau dans le coffre, il va mourir noyé. Parce qu'il est le dieu d'eau. Et c'est dans cette soi-disant eau. Mais ici, ce n'est pas l'eau. Il faut comprendre que ces vibrations-là se rapportent aussi au système électrique. C'est-à-dire qu'on appelle ça filet d'eau parce qu'on ne veut pas... Enfin, c'est les égyptologues qui ont appelé ça filet d'eau. Mais quand vous voyez ça, si on décrit aujourd'hui l'électricité dans un système électrique, n'est-ce pas ceci qu'on va dessiner? C'est ça. Donc ça montre bien qu'il n'était pas naïf, il n'était pas ignorant de ça. Et le Noun, là, ce n'est pas de l'eau au sens de l'eau, mais l'eau a beaucoup à voir avec l'électricité, vous le savez. Puisque même quand on dit le courant c'est les barrages. Et les barrages, c'est le courant. On ne peut pas le nier, donc il le savait. Et on va dire à Woum, le figuier. Le figuier, vous allez voir, c'est l'arbre du paradis terrestre. Je vais parler du paradis parce que quand on parle de ces choses, on touche par exemple les histoires d'Adam et Ève. Hein. Aoum, en boum, langue du Cameroun, c'est le figuier, c'est les structures phonétiques qui permettent de le révéler. Tuki, Woume, Baobab, Bakoko, Boumé, le Baobab. Figuier, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, avec cette énergie, on peut faire le bien ou le mal. C'est à vous de choisir puisqu'elle est impersonnelle. Et vous avez donc cette description. On va vous dire, en bassin, on va dire Woum. Par exemple, le jardin. Voilà pourquoi on installe ces deux dans un jardin. En lingala, on dit Mbouma pour dire agrume. Voilà pourquoi ils vont servir, ils vont prendre la pomme. En Kikongo, on dit Mboma, c'est le python. Voilà pourquoi ils représentent le python. C'est toujours le même mot. En Bassa, on dit Liboum. Lingala, Liboum pour dire le ventre. Mais vous devez savoir que ça, là, ils sont dans le ventre de la maman. Ce sont des jumeaux. Hein? Et les jumeaux, ce sont les divinités les plus importantes, notamment dans le vaudou même. Hein? En tout cas, le vaudou haïtien. Marasa, ce qu'ils appellent, c'est les divinités les plus puissantes. Les jumeaux, c'est les plus puissants. Et ce sont des jumeaux, il faut le savoir. Voilà pourquoi on fait sortir Ève de la côte. Parce que la côte se dit BC dans les langues bantoues, notamment en Chiluba. Et Bassa, c'est le jumeau. Donc, ils ont utilisé en fait un lexique qui est soutenu par les langues africaines, mais sans le dire. Mais vous devez savoir que ce qu'on appelle le paradis, c'est toujours le ventre de la maman. Quand on dit qu'on était dans le paradis, on était bien, comprenez qu'on était... Et
Et boum, c'est les agrumes. Voilà pourquoi ils utilisent les objets, les pommes, tout ça. Et c'est aussi le nom du python. Voilà pourquoi elle est là. Et cet arbre aussi, c'est un figuier. Et si vous voyez le figuier, sachez que c'est le Noun. C'est une image du Noun, une image du pilier d'Osiris. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'ils sont en train de faire ici. C'est comme ça qu'ils ont... alors, le figuier a des fruits qu'on appelle les figues. Et si vous prenez donc, vous allez comprendre pourquoi c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pour dire la figue en copte, on dit loco ou loku. Mais c'est le nom de la sorcellerie. Hein, en kikongo, on dit loco, traduit en français par sorcellerie. Voilà pourquoi on dit que c'est le fruit. Voilà, qu'il ne devait pas manger ce fruit. Donc vous voyez, le fruit défendu. Voilà, l'interdit. Hein, boloki, liloko, c'est la sorcellerie. Enfin, en français. Mais on comprend que c'est la science sacrée.